Bonsoir à tous, nous sommes le 2 août 2019. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Et dans le cadre du renforcement de la production végétale et animale, une signature d'accord a eu lieu à Obok. Les États-Unis sortent officiellement du traité du désarmement nucléaire. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ahmed Ali Sillaï, ancien membre du gouvernement djiboutien décédé hier en Turquie. Dans son hommage posthume, le président de la République a salué la mémoire d'un brillant intellectuel connu pour sa motivation à servir à l'assemblement son pays et ses compatriotes décédés en Turquie. Feu Ahmed Ali Sillaï était une personnalité très connue à Djibouti où il entamait donc des fonctions de ministre et il eut une carrière très remplie au ministère de l'Éducation nationale pour avoir été tour à tour professeur, proviseur, chef de service du ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur. Le défunt responsable public laisse derrière lui une épouse et 4 enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le cadre du programme Zéro bidonville, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme, du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussahelem, ont entamé hier une tournée dans les quartiers populaires, notamment Ouarabalé et Moussiker, pour constater l'état de visu des ruelles de ces quartiers, et ce dans le cadre du programme d'urbanisation qui prend tout son sens dans ces quartiers de la commune de Belbela, qui voit affilier de nombreuses familles djiboutiennes qui s'adonnent à l'autoconstruction. Les membres du gouvernement concernés par ce programme étaient accompagnés par leurs experts respectifs qui leur ont fait par des plans d'action, des stratégies de mise en place pour une urbanisation optimale de ces quartiers. Une tournée qui a permis au ministère d'être en contact avec leurs concitoyens et de réfléchir sur la meilleure façon de rendre la vie des concitoyens plus agréable. Et dans une interview, le ministre de l'Environnement n'a pas manqué de rappeler le but de ce programme de désenclavement. Nous avons mis en place un comité ministériel et un comité directeur qui va travailler sur ce projet de P2ID ou le projet qui a été financé par la Banque mondiale aussi. Comme vous avez pu le voir, tous les établissements ou les institutions qui sont concernés par ces problèmes d'urbanisation sont là. Ces comités vont se réunir tous les quinzaines. Ils vont trouver des solutions pérennes pour désenclaver et laisser les voies accessibles. Parce qu'il y a des maisons, des logements qui ont été construits un peu sur toutes les voies. Ce projet va vraiment donner un autre aspect pour nos quartiers urbains. Donc l'ADR, le domaine, que ce soit le DHU, que ce soit le DD, l'ONEAD, tous ces établissements qui concourent bien sûr pour l'embellissement de notre ville, sont là, sont présents aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Et ce ne sera pas une première, mais on va continuer dans cet élan. Ça, c'est les instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de rendre la ville comme une ville propre, une ville saine, une ville où on peut facilement, n'est-ce pas, bouger et trouver tout ce dont nous avons besoin. Absolument, ce programme de Zéro bidonville, c'est un programme qui va encore durer, mais c'est un programme qui prend vie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de logements qui sont en construction, pas mal de projets pour, bien sûr, rendre la vie plus vivable pour les habitants, pour nos concitoyens. Ces projets vont voir le jour. Un programme qui s'étend sur 15 ans. Sur 10-15 ans, mais c'est un programme viable et c'est un programme qui est vraiment d'une importance capitale pour notre concitoyen et pour la République de Djibouti. Le ministre de l'Énergie a quant à lui rappelé que cette tournée faisait partie du programme Zéro bidonville.
Aujourd'hui, nous sommes réunis avec mon frère et collègue ministre de l'urbanisme et du tourisme, mais aussi d'autres institutions qui nous accompagnent ici, entre autres la préfecture de la ville de Djibouti, mais aussi la conservation domaniale, l'ADR avec le ministre du Transport et aussi les DD. Nous sommes en train de réfléchir aux solutions de l'urbanisation de la ville de Djibouti et aussi aux différents projets qui prennent pied dans les différents quartiers de l'Ayabli, Hayabli, Moustiker et aussi PK12 et 13. Donc nous sommes venus voir de visu la situation sur le terrain directement pour pouvoir travailler avec nos collaborateurs et solutionner pour que les équipes avancent à travailler sereinement et en collaboration main dans la main. D'abord, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de la coordination qui existe entre les différentes institutions qui sont là aujourd'hui sur le terrain avec nous, qui collaborent et nous avions entendu les uns et les autres pour pouvoir solutionner et décider de la suite des différents projets, par exemple les projets d'éducation durable de l'EDD, les projets Zéro Bidonville, les projets PDU2 de la ministre de la Solidarité via la DDS, mais aussi dans un ensemble global de ce qui est l'urbanisation de la future ville de Djibouti. Nous travaillons pour le futur Djibouti. Nous avons vu il y a une quinzaine d'années que les gens s'installaient là où ils veulent. Ce n'est plus le cas. Il y a un plan d'urbanisation qui est là, il y a un projet Zéro Bidonville qui est là. Donc nous devons, nous, Djiboutiens, de se prendre main dans la main pour avoir une Djibouti propre, une Djibouti vivable, une Djibouti qui fait bon vivre. Constater que les rues sont plus ou moins déterminées, mais les ruelles doivent encore être retravaillées pour pouvoir installer les accès routiers, mais aussi les poteaux électriques, les poteaux de télécom, les conduites d'eau de l'ONEAD aussi. Donc nous devons... Tout est à faire. Nous devons travailler ensemble. Nous devons être forts. Nous devons expliquer à nos concitoyens que nous devons refaire ce Djibouti. Nous devons refaire ces quartiers. À Obok, c'était dans les titres, dans le cadre du programme de renforcement des capacités végétales et animales, le ministère de l'Agriculture et le FAO, l'Union européenne et les propriétaires des périmètres ont mis à la disposition des agriculteurs des jardins dans lesquels des formations pratiques seront dispensées dans le domaine de l'agropastoral au profit des agriculteurs locaux. Par ailleurs, une première mission a déjà été réalisée dans le sud du pays, à savoir à Lissabi et Tikil. La semaine dernière, la signature de ce document constitue ainsi une base juridique fondamentale sur laquelle pourra s'appuyer la FAO afin de lancer les différents travaux d'aménagement. Et c'est une mission de la même ampleur qui s'est déroulée hier à Obok, une ville historique, précisément dans les localités de Hassassan et Sugaili. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre cette fois le mot de représentant du FAO. Périmètres agropastoraux qui sont des périmètres qui existent et que je félicite les propriétaires de ces périmètres-là vont servir de base d'une amélioration durable des productions végétales et animales dans la région d'Obok. Et ces périmètres vont servir d'école, comme son nom l'indique. Ça s'inspire du concept de champ-école qui a été développé par la FAO, qui veut dire que en faisant les bonnes pratiques, les bonnes techniques de production végétale animale dans le contexte local avec les acteurs, on peut avoir de meilleurs rendements et de manière rentable. Et ces périmètres agropastoraux de démonstration vont servir de lieu d'échange, de lieu de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les agroéleveurs de la région de Obok. Ces signatures vont être la base sur laquelle on va officialiser les liens qui vont exister entre ces trois parties. Les périmètres agropastoraux de démonstration est une des composantes du projet REPROVA.
Cette composante consiste à créer des périmètres où les agroéleveurs peuvent où on peut le former, les agroéleveurs de Djibouti. On a choisi 10 sites sur tout le territoire national, c'est-à-dire 2 par région. Et dans notre dossier de ce soir, nous sommes allés à l'université de Djibouti pour voir et constater de visu l'impact de la technologie sur la jeunesse et notamment l'impact des smartphones sur la jeunesse. Je vous propose de juger par vous-même. Aussi à l'université de Djibouti, à l'heure où la technologie s'en prend à la population mondiale, c'est la jeunesse qui en utilise le plus. À Djibouti, un enfant sur 3 a un smartphone. Véritable phénomène de génération, le téléphone portable ou le smartphone est devenu le meilleur ami de chacun. La e-generation, comme on les appelle, est cette génération qui s'est plongée dès sa plus tendre enfance dans la bulle de l'internet. Cette e-generation ne peut plus se passer du net. Vivre sans est impossible. Comme si le web faisait maintenant partie des gènes de ces jeunes entre 16 et 34 ans, tout aussi accros au téléphone portable. Et ça m'a fait coûter une somme de 23-24 000. Donc c'était trop intéressant d'avoir un téléphone pour moi parce que l'éducation devient de plus en plus numérisée parce qu'on reçoit des cours à travers WhatsApp, à travers Messenger, dans le site web de l'université. Et on pourrait aussi regarder nos notes dans le e-campus. Et là, on s'attarde un peu sur la réforme de l'éducation. C'est pas tout parce que c'est pas seulement dans le système éducatif qu'on doit avoir le téléphone. On doit avoir un téléphone dans le plaisir, dans le propre plaisir. Parce que avec le Messenger, de se contacter en téléphone, en WhatsApp, chatter avec les copains, avec le meuf, c'est trop bien d'avoir chatté en dormant parce que je suis trop attaché. Je l'utilise les H24 parce que je pourrais pas dire que j'utilise des heures, mais j'utilise le 24 heures parce que le soir je dors à 13 heures à peine parce que c'est à cause de ce téléphone. Je pourrais pas vivre sans téléphone parce qu'il est toute ma vie. Pour eux, tout gravite autour d'Internet et de nouvelles technologies, que ce soit au travail comme dans la vie privée, modifiant ainsi profondément comportements et habitudes. Le smartphone, c'est un téléphone dans lequel on utilise toutes sortes de technologies là-dedans. Le smartphone pour moi c'est un téléphone mobile que je peux porter dans mon poche n'importe où, à n'importe quel moment. Je peux dire aussi le smartphone pour moi c'est un plaisir. Pour moi, c'est le smartphone, je peux me déplacer là où je veux. C'est aussi, il me permet de connecter au monde. Je fais tout ce que je veux, je peux prendre des photos, des vidéos, tout ça. Le web leur a donné une formidable liberté d'expression, tout en leur permettant de se créer une communauté à leur image. Les messageries leur offrent la possibilité de jouer avec leur identité. Par exemple, en changeant de nom sur leur compte en fonction de leur humeur, ils se créent un univers virtuel à eux. Moi, puisque je suis une étudiante, j'utilise souvent Facebook, Instagram, comme ça. Moi, j'utilise WhatsApp et Facebook simplement. Ces jeunes aujourd'hui maîtrisent à la perfection le changement d'attitude et de comportement, s'adaptant avec brio à chaque situation. Si la société leur impose rapidité, réactivité, efficacité et productivité, ils parviennent à échapper à ce stress pour se concocter des moments à eux via leur smartphone. Dans l'actualité également, ce 2e anniversaire de la cité Nassib. Il y a 2 ans, jour pour jour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré et octroyé les clés de cette cité dénommée cité Nassib à 200 familles victimes d'incendie. À cette occasion, les habitants de cette cité se sont multipliés depuis l'inauguration de ce quartier et comptent aujourd'hui plus de 500 familles. De ce fait, les habitants de cette cité ont organisé une cérémonie de commémoration de leurs 2 ans dans cette cité qui fait partie du projet immobilier initié par le chef de l'État le 25 octobre 2015, surnommé Fondation IOG Droit au logement.
Et ce message de condoléances émanant de la mairie suite au décès de feu Abdelrahman Omar Ousmane, la maire de Djibouti, Madame Fatouma Awali Ousmane, adresse au nom de ses collectivités locales et la capitale et en son nom propre ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, au peuple frère de Somalie et particulièrement à la municipalité et à la ville de Mogadiscio. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, l'équipe nationale de Djibouti est encore à Diridawa pour mieux se préparer pour le match retour du dimanche 4 août. Les joueurs ont effectué les derniers entraînements dans le stade de Diridawa avant d'affronter l'équipe nationale d'Éthiopie. Cette rencontre intervient après une défaite de l'équipe nationale lors du match aller qui s'est soldé par un but à 0. Dans l'actualité internationale, l'ONU va enquêter sur plusieurs raids aériens dans le nord-ouest de la Syrie qui ont touché certaines installations soutenues par les Nations Unies ainsi que des sites civils, a indiqué hier le secrétaire général de Antonio Guterres, provoquant ainsi l'ire de la Russie. Et l'ONG SIAS se dit prête à la confrontation avec Matteo Salvini. Le ministre italien de l'Intérieur a interdit aux navires de sauvetage d'accoster dans son pays alors que 40 personnes se trouvent à bord du bateau pourtant vers l'île de Lampedusa située entre Malte et la Tunisie que l'ONG a choisi de faire accoster ce navire. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.